Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Pour en parler, j'ai ici avec moi à ma gauche Brahim Oumansour, enseignant, chercheur. Merci Brahim d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Et à vos côtés, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci Brahim d'être avec nous. Idir Ounoran, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci M. Benchenouf. Alors, pour cette semaine, nous allons traiter de 3 sujets. Cette histoire de cocaïne qui vient donc d'être d'éclater à Skikda, nous allons en parler. Puis cette histoire de boycott, cet appel au boycott et l'appel à boycott actif, nous dit le FFS, qui a lancé cet appel, et l'appel à la mobilisation de la population, pour reprendre ses propres termes. Puis nous parlerons d'une manière générale des élections présidentielles. Les titres d'abord. DIA, présidentielle 2019. Le nombre des candidats à la candidature se rapproche de la barre des 100 par Amir Hani. Sputnik, plus de 300 kg de cocaïne saisie en Algérie par la rédaction. Jeune Afrique, présidentielle en Algérie. Le front du boycott s'élargit par Rania Hamdi. Alors, cette histoire de cocaïne, on nous apprend donc que 300 kilos auraient été trouvés par une brigade qui relève des gardes-côtes, quelque chose comme ça. Ils ont trouvé une douzaine de sacs à dos avec des bouées. Et à l'intérieur, ils ont trouvé 300 kilos, ce qui fait un chiffre net d'une tonne rajouté aux 701 kilos. Une tonne et 1 kilo. Ça ne ressemble pas à un hasard du tout. Et donc, un journal, Alger 24, pour ne pas le citer, qui appartient à M. Anis Rahmani. Regardez la chute de ce petit article. Dès la saisie, un élément troublant marque cette affaire. L'emblème russe a été retrouvé dans l'un des sacs à dos. La drogue appartient-elle à un baron russe ou est-ce une diversion ? L'énigme est difficile à résoudre. Donc voilà, c'est un peu comme les affaires de terrorisme où les terroristes oublient à chaque fois leur passeport. Alors d'après lui, le trafiquant russe aurait mis son drapeau. Il a oublié de mettre sa carte de visite. Donc sinon, à votre avis, cette affaire de cocaïne qui intervient à un moment pareil, maintenant... Je n'en connais pas même la couleur, donc parler de la cocaïne... Bon, enfin, vous avez dit que c'était les gardes-côtes qui auraient découvert... Moi, j'avais lu que c'était l'armée. Encore une fois, c'est l'armée. Mais la garde-côte relève de l'armée. Hein. Oui, la garde-côte, oui, c'est la gendarmerie maritime ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Bon. Donc, c'est toujours l'armée qui découvre, ce type de choses. C'est quand même assez symptomatique et des questions à se poser. D'autre part, le drapeau russe, nonobstant cette anecdote, est-ce que, question itérative, si j'ose dire, cette drogue est-elle destinée au marché intérieur? À quel marché cette drogue est destinée? D'abord, qu'est-ce qu'on en a fait de la première livraison? Vous disiez qu'il y avait 1 tonne, c'est énorme, oui. C'est beaucoup d'argent d'abord. Ensuite, comment est-ce que les trafiquants jettent comme ça leurs marchandises avec Ils sont délestés avec des bouées. Avec des bouées, etc. En général, on les laisse aller au fond. Oui. Donc, il y a, les récupérer par la suite. Il y a énigme, il faut attendre que la... Alors, le plus gros, j'aimerais que vous m'expliquiez, pourquoi est-ce que c'est l'armée qui communique? Parce qu'il y a eu un communiqué du ministère de la Défense, alors que normalement, c'est au procureur de communiquer si tant est qu'ils doivent communiquer. Bon, pour répondre à cette question, je n'en pourrai pas. Bon, il faudra rentrer dans le conscient de comment dire... connaître de l'intérieur, pourquoi... non, mais la première affaire, celle des 701 kilos aussi, oui, c'était l'armée qui avait arraisonné, c'est l'armée qui a communiqué, et c'est l'armée qui a conduit les procédures. Je pourrais interpréter cela
par un facteur, par une raison. C'est que la drogue aujourd'hui, le trafic de drogue rentre dans une sphère sécuritaire. Ce n'est plus comme avant, la drogue était considérée uniquement sur un plan criminalo-financier, mais aujourd'hui, il y a le facteur sécuritaire. Le narcoterrorisme. La drogue est utilisée aussi par les réseaux terroristes, d'où peut-être cette nécessité ou que l'armée gère, y compris la communication de ce phénomène. L'ampleur de la quantité de drogue, y compris les 700 tonnes 700 kilos, pardon, l'ampleur ne me surprend pas. C'est que toute la zone Maghreb et Sahel, les pays du Sahel, Maghreb, on connaît la situation actuelle, des pays déstabilisés sur le plan sécuritaire également. Ça tente les réseaux criminels d'abord, mais aussi donc, ces réseaux terroristes pour se financer. Et donc les narcotrafiquants pourraient être tentés de faire passer des quantités énormes de drogue parce qu'ils penseraient... oui, mais comment vous imaginez que la cocaïne passerait du nord vers le sud? Généralement... Ça peut être l'Algérie pourrait être une destination. On peut pas, maintenant, on n'a pas les éléments... Absolument. Pour dire s'il y a un marché ou pas. Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est l'Algérie qui est la destination? Est-ce que c'est un transit? Et puis c'est de la drogue, c'est de la cocaïne pure. Voilà. Ça veut dire qu'elle nécessite une transformation. Est-ce un transit? Moi je trouve mal... Je trouve mal que l'Algérie soit... Ça peut être pour une transformation. Donc je trouve mal... vendre de la cocaïne en Algérie ne serait pas plus fructueux financièrement que de la vendre en Europe. Donc ça pourrait être aussi... À un certain moment, un lieu de transfert. Je vais rappeler juste une affaire, celle de 2006, l'affaire de Zenjabil, où on a découvert que c'était les militaires, les généraux, c'était à l'époque un général-major, chef de la 2e région militaire, qui avait été impliqué dans cette affaire. C'était une affaire de cocaïne aussi. Et on avait découvert que la cocaïne venait de la Colombie, qui était livrée au large des côtes mauritaniennes, à travers des bateaux de pêche qui venaient pêcher là-bas. Et puis une équipe se chargeait de la ramener depuis la Mauritanie jusqu'à la livrer à Béchar. De Béchar, elle remontait vers le nord, où ce réseau, et ça c'est Zenjabil lui-même qui l'a dit, hein, qui a dit j'étais terroriste, il s'est rendu à un juge militaire. J'étais le baron du Kif, mais en réalité, c'est le général-major qui était le baron du Kif. Et avec l'argent de la cocaïne et du Kif, on finançait beaucoup de choses, dont le terrorisme, l'achat d'armement. Il a dit, il a été en prison. C'est une grande histoire hein, qui a fait beaucoup de... Et après, il se servait de tous les ports de pêche pour envoyer la cocaïne au large, rencontrer des bateaux italiens et espagnols qui devaient l'acheminer à leur tour vers l'Europe. Ça, c'était en 2006. Et puis l'affaire a été étouffée, le général-major a été mis à la retraite et on n'en a plus entendu parler jusqu'à cette fois-ci, l'affaire des 700 Aujourd'hui, c'est difficile pour n'importe quel pays d'étouffer des affaires comme celle-ci. Ce sont des réseaux, parce que les réseaux sont des réseaux internationaux. Les renseignements des différents pays sont en étroite collaboration. Donc, aujourd'hui, chaque pays sait ce qui se passe dans l'autre pays aussi. Donc, mais est-ce que ce n'est pas une histoire de règlement de compte entre clans? Rappelons-nous que la première affaire de 700 kilos a servi à chasser le DGSN, à chasser le patron de la gendarmerie, et puis par à coup à mettre des généraux en prison et tout. Hein, est-ce que ça ne procéderait pas de la même tactique? On ne peut pas le dire là pour le moment, ce serait un peu spéculé, il me semble. Il faut revenir à, pour moi, tel que le communiqué du ministère de la Défense nationale, qui dit c'est une patrouille qui a récupéré donc cette drogue dans une zone industrielle. Oui. Et par des commandos marines. Oui. Donc, commandos marines. Moi, les gardes-côtes, ce n'est même pas des gardes-côtes. Hein. Ça veut dire que c'est sur terre, c'est pas en mer. C'est la raison pour laquelle. Oui. Ça, c'est le premier élément. Et ça acte aussi, pour moi, tel que le communiqué a été formulé, d'un acte, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une découverte fortuite, dans le sens où il n'y a pas eu des informations comme l'aurait supposé dans la première affaire sur le navire qui arrivait d'Amérique latine jusqu'en Espagne et que les services secrets espagnols avaient. Là, c'est une découverte fortuite.
Bon, maintenant, il faut être quand même un peu, on va dire, serein. Notre ami a parlé de grosses quantités comme ça. La sécurité contre, justement, ces narcotrafiquants, elle devient mondiale, c'est mondialisé. Tout ça parce qu'on sait très bien que c'est la drogue, par excellence, qui finance le terrorisme, et inversement. C'est un couple diabolique. Il faut saluer ce qu'ont fait quand même les commandos marines. Le souci, c'est qu'au niveau de l'enquête, c'est le MDN qui a communiqué, parce que c'est les éléments du MDN il faut être un peu logique. Mais même si c'est les éléments du MDN, oui, la logique aurait voulu que ce soit le procureur, pas le... Tenez-vous bien, non, dans le communiqué, ils disent que la commission d'enquête a été confiée à la gendarmerie. Oui. En plus, se pose un problème de réglementation, mais même la gendarmerie, c'est le procureur qui communique. Ce n'est pas l'armée. Depuis quand l'armée communique sur les histoires de saisie de drogue? On n'est pas, excusez-moi, M. Benchenouf, regardez simplement depuis Obama, près d'une année, M. Gaët Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, fait la une de tous les JT. Oui. La surmédiatisation de l'armée a un sens en termes de communication. Et une armée qui se défend de faire de la politique. Oui, tout à fait. Donc c'est toutes ces questions qu'il faudra ramasser. Moi, je pense qu'il faut laisser au niveau de l'enquête. D'autre part, depuis déjà un certain nombre d'années, les géopolitologues et les polémologues, les polémologues, c'est-à-dire ceux qui s'occupent, ceux qui travaillent sur la guerre, la polémologie. Polémos, c'est la guerre. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas ce terme. Voilà. Non pas polémique. Mais ça vient de là. Polémique vient aussi du polémos. D'accord. Donc, polémologue. Donc, géopolitologues et polémologues ont placé la drogue en tête, ou quasiment en tête, des causes d'une guerre mondiale. 1, l'eau. 2, la migration. 3, la drogue. Aujourd'hui, on ajoute le terrorisme. Oui. C'est-à-dire que la drogue... Passe avant le terrorisme. Passer avant le terrorisme. D'accord. Bon, aujourd'hui, l'un et l'autre, vous l'avez dit, se nourrissent, absolument, se nourrissent. Voilà donc la drogue, c'est un enjeu, on l'a dit, un enjeu mondial. Et depuis très longtemps que la drogue peut provoquer à un moment ou à un autre une guerre mondiale. Je peux rajouter peut-être un élément, aujourd'hui, il y a même une confusion, une fusion entre le narcotrafic et le terrorisme. Des narcotrafiquants utilisent le terrorisme comme moyen pour s'imposer, pour ouvrir des portes. Terrorisme aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, le terme... Moi, ce qui au-delà de ces considérations, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que la première fois, les 700 kilos ont été pris par l'armée, qui a empêché la police de s'en servir, qui a arrêté le bateau, le bateau, qui a saisi la marchandise, qui a présenté l'équipage en justice, qui a communiqué. Et la deuxième fois, pareil, c'est l'armée. Comme par hasard, c'est l'armée qui, en se baladant comme ça, tombe sur quoi? 300 kilos. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Effectivement, comme par hasard, c'est toujours l'armée qui découvre, c'est toujours l'armée qui communique, c'est toujours l'armée. Bon, et c'est 300 kilos. Mais il faut dire aussi qu'à décharge, que ça rentre peut-être dans ses attributions, pour rester dans le fil des choses. Parce que la drogue, elle passe par des espaces transfrontaliers. Et nous savons tous qu'au niveau de nos frontières, elles ne sont pas bornées. Il y a des GGF dans le cadre de l'armée, des gardes frontières. Il n'y a pas de douane, c'est des gardes frontières qui sont sous l'autorité militaire. Donc, ce qu'il faut reconnaître à ça, c'est le fait qu'ils disent dans le communiqué, c'était commandos marines, revendent la façade, c'est une découverte. Oui. Donc, ce n'est pas finalement... Et après, ils disent, grâce à la vigilance, etc. Donc, il n'y a pas de signalement. En se baladant comme ça, la patrouille tombe sur 15 ou 11. C'est là où il faut peut-être reconnaître, je ne sais pas, une petite dérive sémantique qui sera appréciée. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours qui suivent au limogeage, comme cela s'est passé? Est-ce qu'il faut prévoir ça? Dans des grands trafics de drogue, les grands barons de drogue ne sont pas des jeunes de quartier ou des jeunes... Voilà, dans tous les pays du monde. Mais la première saisie a coûté son poste... au DGSN, rien de moins. Et il n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Le FFS a donc appelé
pour beaucoup de façon prématurée, un boycott actif, précise-t-il. Moi, je pensais que tous les boycotts étaient actifs, contrairement à l'abstention. Hein, vous allez nous expliquer ça. Et à la mobilisation populaire. Alors d'abord, expliquez-moi pourquoi il y a des boycotts actifs et des boycotts passifs. Non, le boycott, c'est s'abstenir. Hein. On peut interdire. Maintenant, est-ce que la capacité du FFS va jusqu'à pouvoir interdire de voter? Oui. Bon, c'est ça aussi, être actif. Mais le boycott, en général, c'est s'abstenir, c'est ne pas se faire... Non, moi, je vais préciser ma question. Je vais ouais. préciser ma question. Le Pour boycott, moi, j'ai toujours fait la différence entre les deux. L'abstention, qui généralement a des causes diverses. L'indifférence ou le fait de savoir que de toute façon les jeux sont faits. Et puis le boycott, qui est une abstention active. Ça veut dire aller sur le terrain, dénoncer, porter des banderoles, ne pas voter. C'est d'abord interdit. C'est d'abord interdit. Et ensuite, non, le boycott, vous le voyez très bien, y compris sur le plan international, on interdit, les États-Unis boycottent l'Iran, interdisent à d'autres de commercer avec lui. Bon, ça peut procéder de l'interdiction, mais quel moyen le FFS a-t-il pour interdire aux gens d'aller voter? Qu'est-ce qu'il veut dire par actif dans ce cas? Non. Moi, je le vois plus dans une sorte de militantisme, militer, non seulement faire appel au boycott, mais aller sur le terrain. Aller sur le terrain, militer jusqu'au bout Moi, je pense contre... je pense que c'est plus l'aspect politique du boycott. Nous savons très bien que le FFS nous a habitués à boycotter au bas mot 3 fois sur 5. Oui. Maintenant, il faut faire le bilan objectif des boycotts successifs du FFS ou de ceux qui ont appelé au boycott. Bon, pas simplement le FFS, puisque le RCD à un moment donné a appelé au boycott, le MDS, etc., etc. Moi, je pense qu'ils auraient été infiniment plus perspicaces s'ils parlaient de rejet, parce qu'en argumentant de manière politique que cette élection ne réglera pas les problèmes des Algériens, des populations algériennes, ni dans le fond, ni dans la forme. À ce moment-là, ce boycott actif, excuse-moi Brahim, juste, ce boycott actif, comme l'a suggéré notre ami, ce serait développer des arguments sur le terrain, essayer d'animer des meetings pour... M. Younsi a dit que cela est interdit et qui sera probablement interdit. Mais ce qu'il faut reconnaître au FFS, il est actuellement, quelle que soit la lecture fine qu'il a du pays, il n'a jamais eu de stratégie d'alliance. Ça, c'est un. Deuxièmement, les boycotts ne ramènent absolument rien aux populations, si ce n'est qu'une position de confort. Troisièmement, il est englué depuis le décès de M. Aït Ahmed et du renouvellement d'instances présidentielles dans une crise organique sans fin. Si vous lisez les communiqués de députés du FFS qui se désolidarisent contre l'instance présidentielle, c'est toutes ces questions-là. Et en plus, ils sont en diminution organique et ça se voit. Moi, je suis stupéfait qu'il n'ait pas d'abord renouvelé le logiciel du FFS, le renouvellement idéologique du FFS pour s'adapter à l'environnement qui nous entoure à l'intérieur du pays et partir sur de nouvelles bases. Là, il y a eu une chasse aux sorcières, il y a eu M. Rachid Halet qui a été Salima Rouzali, il y a eu beaucoup de cadres importants du FFS. Il paraît qu'après l'appel au boycott, il y aurait eu des remous au sein de... Il y a des remous, d'après une information d'un ami du FFS, il y a eu beaucoup de remous dans des cadres importants du FFS, dans un secrétaire national et 1 ou 2 députés. Ce qui prouve que la crise, elle est latente au niveau du FFS. Est-ce que c'est lié à la prise de position du boycott ou alors à des considérations organiques, tactiques en fonction du prochain congrès? La question reste posée. C'est, comme dit Flaubert, c'est demander des oranges aux pommiers. Le FFS nous a habitués à cela, et puis, sincèrement, combien pèse-t-il? Que pèse-t-il? Rien. En plus des liquidations à l'intérieur, il ne pèse rien. Vous pensez que le FFS ne pèse plus, par exemple, dans son fief naturel qui est la Kabylie? Oui, même en Kabylie, je pense qu'il ne pèse plus grand-chose. Non, en Kabylie, c'est difficile à aborder parce qu'il y a un mouvement souverainiste, il y a un mouvement autonomiste qui a pris beaucoup d'espace. C'est la raison pour laquelle. Et je peux vous dire une chose, je ne veux pas dire que je suis un connaisseur de... Mais le FFS reste la plus grande force politique en Kabylie. Non, je peux vous dire une chose, c'est que la Kabylie, j'ai travaillé beaucoup sur les suffrages exprimés en Kabylie. Jamais la Kabylie n'a voté qu'à l'élection présidentielle de 1995. C'est du 8-9%.
Moi, je me rappelle, c'était responsable aux élections. Alors, au moment où on a le plus voté, c'était 8 à 9%. Non, 8 à 9% statutairement. Et c'est monté à 30-35% à l'élection quand il y a eu M. Zerouel, M. Saïd Saadi, M. Nahnah et M. Boukourouh. Voilà, c'est du 14-15%. Et parce que, M. Benchou, vous dites quelque chose d'important lié au FFS, c'est qu'il faudra assumer un jour cet état de fait. La Kabylie était une population otage. Elle était soit FFS, soit RCD. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une montée du RND, une montée du FLN, une montée du MPA, c'est dû exclusivement au boycott. Et c'est un vote tribal qui est opéré. C'est ces questions-là d'ordre organique qui pèsent sur l'avenir et à la fois du RCD et à la fois du FFS, qui sont considérés comme des partis kabyles. Si je peux me permettre, oui, ce n'est pas un gros juste mot. Une précision, Brahim Younsi, puis je vous laisse la parole. Hayat Tayati, il s'appelle, hein. C'est un membre de l'instance présidentielle au FFS. Il a demandé publiquement le départ du secrétaire national du FFS. Non, est-ce qu'il a demandé le premier secrétaire national? Premier secrétaire. Il a demandé le départ du premier secrétaire. D'accord, donc c'est une crise majeure. Alors, premier secrétaire et national. Oui. Je parlais d'instance présidentielle qui est au-dessus, organiquement. Oui. Voilà. Ce que je veux dire, je vais encore citer, et ce n'est pas un gros mot, Flaubert. Ce que j'observe en ce moment, c'est du bovarisme politique. Hein. C'est vraiment du bovarisme politique. Qui va se suicider en l'occurrence? Tout le monde est en train de se suicider. Hein. Moi, je crois que Bouteflika, aussi important qu'il puisse être, a piégé tout le monde. Et d'abord Ali Benflis. Parce que tout le monde, Ali Benflis, j'ai lu un communiqué qu'il vient de faire. Il a publié son intention de se porter candidat. Pas seulement, il est critique, parce qu'il a dit ici, appeler Bouteflika à sortir de son trou. Voilà. Et mais Bouteflika ne le fera pas. Bouteflika attendra le 3 mars à 17h, 18h ou 19h. Nous allons parler du 5e mandat de Bouteflika quand nous allons y arriver. Pour le moment, on parle du boycott lancé par le FFS. Quelqu'un, l'ancien Premier ministre, a parlé de comédie. Ouais. Quand la politique devient une comédie, eh bien la comédie doit devenir une politique. Tout simplement, nous y sommes. Je n'ai pas très bien compris le jeu de mots. Voilà. Vous allez le... Coluche, lorsqu'il avait dit que j'arrêterai de faire de la politique lorsque les politiques arrêteront de nous faire rire. Absolument. Donc là, je crois qu'il y a une crise. Oui, il y a une crise non seulement du système, comme on le voit, mais aussi des partis politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux de l'entourage. Cette crise politique est liée aussi à des erreurs. Les partis dits d'opposition, FFS, RCD ou autres, différents partis, n'ont pas joué le jeu, n'avaient pas de vision stratégique, de travail sur le long terme. C'était des actions événementielles à l'arrivée. Pour chaque échéance électorale, on appelait soit le boycott. Je caricature un petit peu. Je sais, il y a un travail, il y a un terrain un peu difficile, il y a un contexte difficile pour militer, etc. Mais globalement, il n'y a pas eu de structuration de long terme, pour le long terme. Non, nous sommes en train de parler. Pour moi, ce qui se passe en Algérie, c'est de la fiction, notamment du côté de l'opposition. Nous sommes dans la fiction totale. Nous n'avons pas les éléments sur lesquels nous pouvons nous fonder pour avoir une analyse plus fine, plus correcte, plus juste, etc. Bien sûr, là, nous déversons des choses parce que nous sommes dans la fiction. Ibrahim Younsi, est-ce qu'on peut imaginer que dans un tel système, où tout va de travers, dans le meilleur des cas, c'est une médiocratie, et dans le pire, c'est une mafiocratie, où tous les indicateurs sont au rouge. Il n'y a pas seulement une médiocratie, vous avez dit quoi encore? Mafiocratie. Peut-être mafiocratie, mais il y a un mot qui convient le plus, c'est cacocratie. La cacocratie... Qui part dans tous les sens. Pas seulement. Ouais. C'est le pouvoir du mal. Ah, voilà. Alors, comment pouvez-vous imaginer que dans un tel système, cacocratie, mafiocratie, médiocratie, il puisse y avoir des organismes, des organisations, des partis qui seraient normaux, ce serait antinomique. C'est ça qui interpellerait. Donc se présenter à la présidentielle, ou boycotter, ou ne pas y aller,
sur injonction ou pas, cela servirait-il à quoi, sachant pertinemment que c'est le candidat du pouvoir, quel qu'il soit, c'est Bouteflika, il va, et je crois qu'il va y aller, envers et contre tout, et c'est lui qui sortira. Mais du boycott, chapeau. Brahim Younsi, vous, si je vous demandais, qu'est-ce que vous préconiseriez? Non, moi je n'irai pas, moi je l'ai dit, Oui. le meilleur vote c'est s'abstenir. Boycott. Oui, boycotter. Boycotter dans le sens où, parce qu'il est interdit, vous ne pouvez pas empêcher, c'est un délit, vous ne pouvez pas empêcher des gens d'aller voter. Oui. Vous ne pouvez pas les empêcher. Mais on peut leur demander de ne pas aller voter. Oui, mais d'accord, mais ça c'est clair. Juste pour clore, peut-être, M. Oui, Benchelouf, oui, c'est oui. que peut-être que au niveau des partis politiques qui n'ont pas eu la force de renouveler leur logiciel, on n'est plus dans les années 90, on n'est plus dans la clandestinité. Je parle du PAX et je parle du FFS. Peut-être que les outils fixés par la Constitution qui donnent, disons, qui constitutionnalisent l'expression politique libre ne sont plus adaptés au type de société dans laquelle nous vivons. C'est les outils démocratiques. Peut-être qu'on a un problème d'institution aussi. Un problème de culture de gouvernance aussi. Non, mais ça, la gouvernance, évidemment. Et là, il faut rendre responsable, il me semble, le pouvoir de n'avoir pas su émanciper les forces nécessaires afin qu'il y ait un renouvellement de génération, afin qu'ils aient les moyens d'aller vers les populations, développer leurs idées, développer le cap de l'Algérie sur la dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine d'années. Et là, je rejoins M. Nous, mais là, c'est complètement bloqué. Donc, on ne peut pas. Maintenant, nous avons une dynamique bipolaire, on en parlera peut-être au niveau des... où finalement, dans la prochaine élection présidentielle, c'est deux personnes issues de la même matrice, quelque part. Alors, on y reviendra. Nous allons aborder ce sujet des élections d'une façon globale, où nous pouvons parler de tout ce qui concerne les élections. Alors, est-ce que nous pouvons penser que pour une fois, depuis 1962, ces élections pourraient se faire de façon normale, transparente, avec des résultats qui ne feront pas l'ombre d'un doute. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour les Algériens de dire « Ah, moi, je vais voter X, Y, Flan, Felten, et ma voix ne sera pas récupérée, volée, fraudée, truquée » Je vais répéter la phrase de Flaubert, de Gustave Flaubert. Flaubert demander des oranges aux pommiers. Mais il y a des traditions dans ce pays. Il n'y a pas de tradition électorale, peut-être à l'exception d'une fois. Moi, je ne vais pas remonter à 62, mais à l'exception d'une fois, en 1991. Je crois que c'en est fini. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de vraies élections dans ce pays. Il ne faut pas penser que s'il devait y avoir des élections transparente, Bouteflika ne serait pas candidat. Oui, mais rien ne dit qu'il le sera. Non, aujourd'hui, cette fois-ci. Non, il l'est. Ah non, c'est pas sûr, Brahim. Il personnellement, moi, je suis en train de poser des questions. Oui, on peut se poser des questions, mais, pardon, il l'est. Alors, d'abord, Ali Rdiri vient de s'exprimer. Le général Ali Rdiri, le général-major Ali Rdiri, vient de s'exprimer publiquement dans une radio, la radio de Qadi Hassan, notre ami Qadi Hassan, Radio M. Nous allons l'écouter, un extrait du moins, puis nous allons revenir à... الشيء اللي حفزني على الترشح هو حالة البلاد، الحالة المزرية التي توجد فيها البلاد هي الحافز الأكبر اللي خلاني نخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2019. أنا ما يهمنيش ترشح بوتفليقة ولا لا ترشح بوتفليقة. أنا هذه أخذها في الاعتبار، ولكن ما نبنيش الاستراتيجية تاعي على هذا الترشح ولا ما يترشحش. هذه مسألة ثانية. Alors, pourquoi est-on en train de dire un peu partout dans, j'allais dire, les milieux d'initiés, que l'affaire se passe entre Ali Rdiri et Gaïd Saleh. Gaïd Saleh, s'il y a un cinquième mandat, est-ce que ça veut dire que c'est Gaïd Saleh qui est derrière? Et qui est derrière Ali Rdiri, à votre avis?
Bon, je crois que si on peut analyser la situation actuelle pour garder une certaine neutralité, le système, globalement, le système politique algérien tel qu'il a été conçu depuis l'indépendance, fondé sur la légitimité historique et le culte de personnalité, aujourd'hui a fait son temps. Et je crois que Bouteflika sera le dernier président que l'Algérie voit ou a eu datant donc d'avant ou se basant sur cette légitimité historique. Vous pensez qu'à partir de maintenant, ceux qui vont arriver vont être légitimes? Non, je ne parle pas de ça. Ce qui aujourd'hui complique la situation, justement, c'est un système qui a fait son temps, mais qui n'arrive pas, pour multiples raisons, à se renouveler, à changer on n'arrive pas à changer de système. On n'arrive pas à trouver une autre... Je reviens à cette culture de gouvernance. Oui, mais Brahim Mansour, moi j'aimerais que nous parlions un peu aujourd'hui, l'élection. Oui. Par exemple, M. Al-Irdili nous dit « Moi, je ne tiens pas compte de Bouteflika, moi, je me présente pour sauver le pays. » Est-ce que j'aimerais que nous répondions aux questions de façon claire. Oui. Est-ce que M. Al-Irdili a la moindre chance, si Bouteflika se présente, de passer à travers l'urne et l'urne seulement? Est-ce que vous pensez que ceux qui vont présenter Bouteflika un 5e mandat, est-ce que vous pensez qu'ils sont assez fous pour laisser quelqu'un d'autre le ravir la présidence, alors qu'ils sont en train de jouer leur survie? Je vais vous dire. Oui. Même si Bouteflika ne se présentait pas, oui. Et je le gage, oui. Ce monsieur ne passera pas. Les Algériens ne veulent plus de militaires, d'abord. Ah. Et même si il aurait en face de lui, au second tour, cette pauvre dame, qui se présente, oui. qui en tout cas a l'intention de déposer un dossier, oui. Qui a dit « je n'ai pas de niveau, mais je... Oui. Mais Les Algériens voteraient pour elle et pas pour ce général. Oui, mais le Brahim aussi, ça ne se passe pas à l'urne. Oui. Ce n'est pas sur ces Rastignac. Je ne pense pas que Sir Gaïd Salahila, ce garçon ne passera pas. Oui. Non, mais ça ne se passe pas à l'urne. Justement, là, on risque de tromper les gens en disant que c'est les Algériens qui vont choisir. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Le pouvoir du mal est là, à mes yeux. C'est ces Rastignac, pour rester dans la littérature, et citer Balzac. Oui. C'est les Rastignac. Ou les Georges Duroy, pour citer encore un littérateur Maupassant, avec Bellamy. Oui. Voilà, c'est tous ces Rastignac-là, tous ces opportunistes. C'est Adolphe Thiers. C'est Adolphe Thiers. Ce sont ceux-là qui pourrissent. Et je profite de l'occasion, parce que je suis un peu en colère quand j'ai vu une caricature. Un camion ben d'ordures avec plein d'êtres humains dedans, dans un journal réputé à Alger, oui. Et qui déverse des candidats dits loufoques. Oui. C'est du mépris, oui. Ça s'appelle du mépris de classe. Oui. Ces Algériens-là ont le droit de se porter candidat. Ils ont le droit. La Constitution... Même s'ils sont utilisés à dessein par des milieux qui veulent discréditer ces élections. De toutes les façons, ces élections-là, il faut les discréditer. Oui. Il faut absolument les discréditer. Si ça sert à cela, moi je suis favorable. Oui, mais si c'est un milieu qui les agite pour son propre intérêt... Je ne sais pas. Je ne lis pas dans le marc de café. Mais simplement, ce que je dis, c'est que ces gens-là ont le droit de se porter candidat. Oui, évidemment, la Constitution leur donne ce droit. Au-delà de la colère de Brahim... Je n'aime pas qu'on méprise les Algériens. Et de cette façon... Juste ça. Vous savez, à l'époque, en 1935 ou 36, peut-être un peu plus tard, un journal colonialiste avait publié la photo de Farhat Abbas en costume, Troisième République, croisé, etc. La légende. Voici un homme habillé comme une personne. Oh là là. Alors nous en sommes là encore. Parce que le journal qui a fait ça, pour moi, c'est un journal colonialiste. Ce que je voulais dire, au-delà de la colère, pour revenir à M. Brahim, on va considérer... Il y a de quoi on va considérer
comme étant une très grosse maladresse et ne pas donner plus d'importance à une caricature que de... nous savons tous, nous, en tant qu'Algériens, comme on dit, on a le sang chaud, C'est rare, la bouche c'est rare, hagara, un en bon règle générale. caricaturiste. Mais je comprends, je vais te tutoyer là, pour la première fois sur le plateau, je comprends Oui, ta parce que colère. nous sommes, oui. Par contre, Je rappelle qu'en dehors du plateau, on se tutoie tous. hein. Oui, oui, d'accord. Mais que c'est une règle ici de vous voyez. De bienséance, voilà. Pour revenir à ce que disait Brahim, M. Bouteflika ne se présente pas en tant que légitimité historique. Il n'a rien d'un historique. Non, Ce que je veux dire par là, vous dites légitimité révolutionnaire parce qu'il a eu à un moment donné des réputations, qu'il était commandant de la LN, etc. Peut-être. j'ai dit utiliser. Non, oui, on ne peut pas utiliser la légitimité historique parce qu'il que... l'est ou qu'il l'est pas. Non, c'est c'est pas un qu'il autre n'est débat, pas, c'est factuel. C'est factuel. La légitimité historique est morte avec le décès de M. Aït Ahmed. Oui. Point. Qui On ne peut plus. revendiquait pas d'ailleurs lui. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, sur les 6 plus 3, cher à ta manière de penser, il y avait 9 historiques. Plus personne ne peut se prévaloir de cette légitimité historique. De légitimité révolutionnaire, faudrait-il encore qu'il y ait eu des actions révolutionnaires à ce niveau-là. Par rapport à l'élection présidentielle et à ce qui va arriver, moi j'ai déjà eu à le dire sur le plateau, c'est la première fois depuis l'indépendance, et nous connaissons le système, comment il fonctionne, ils arrivent toujours, quand ils sont en désaccord, à ce que j'appelle moi la neutralité positive entre eux. Depuis l'affaire de la cocaïne que vous avez rappelé, M. Benchenouf, la crise s'est externalisée. Les médias s'en sont emparés et la population aussi. C'est la première fois que les crises à l'intérieur du système se sont externalisées. Et ça a découlé tout ce qui s'est passé. Moi, je vais juste faire un peu d'histoire pour 30 secondes. Rappelez-vous les lettres échangées entre M. Saïdani et M. Gaïd Salah. Avec ça, on va dire que l'armée ne fait pas de politique. En tombant à bras raccourcis Vous sur avez Tovek. parlé de l'affaire de Tigentouline. Oui. Quand M. Saïdani, de mémoire, si je me trompe, et excusez-moi, même aux téléspectatrices et téléspectateurs, quand il a dit la responsabilité du DRS est donc actée. Oui. C'est gravissime. Ensuite, il a parlé il a attaqué le DRS d'une manière violente. Oui. Ça, c'est il y a 2 ans à peu près. Ensuite, et lui n'était que la tête de Turc. Hein. Ensuite, il y a eu l'affaire Tigentouline. Quand le chef d'état-major, à partir du moment où il acte publiquement une déclaration, nous, en tant que citoyens du pays, on s'en empare. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand il a dit qu'il y avait des partis externes, comme j'ai eu à le dire, s'il s'agissait d'affaires d'État et de ce qu'on peut appeler la raison d'État, il règle ça avec les pays en question. Et nous avons quand même des moyens pour régler ce genre de problème. Mais quand il dit de parti interne, qui visait-il? Et comme j'ai eu Il n'a pas dit terrorisme, oui. Il a dit parti interne. Alors, moi, je le dis encore une fois, ou il a trop dit ou il n'a pas assez dit. Absolument. Donc, mais tout ça participe à quelque chose. Puis, quelques mois après... Mais tout le monde a compris qu'il disait DRS. Il parlait de DRS. Oui, c'est... Ensuite vient l'affaire du général Hassan. Rappelez-vous du communiqué du général Medienne qui n'a jamais communiqué de sa vie. Oui. Et ça fait partie de son personnage, ombrageux, etc. etc. Et puis la fonction qu'il occupait, le prédestinait pas naturellement à s'épancher ou à s'exprimer. Ça, on peut le comprendre. C'est toutes ces questions ramassées qui posent un problème à l'intérieur du système. C'est pour ça que c'est encore pas très lisible. Parce que c'est toujours, nous on est dans une espèce de phosphorescence, comme ça, essayer de comprendre les choses, mais quelle est la réalité des rapports de force endogènes? Justement, c'est la question, vous m'y amenez tout naturellement. D'habitude, quand les élections présidentielles arrivent, bien avant qu'elles n'arrivent, le consensus est fait sans que nous n'en sachions quoi que ce soit. Ils règlent tout entre eux sans que rien ne filtre. Doucement, gentiment, même s'ils ne s'entendent pas, ils trouvent toujours... Là, non seulement ça sort dans la rue, ça veut dire l'Irdiri qui a ses canaux pour s'adresser à Gaïd Salah qui passe par la presse, un Gaïd Salah qui a ses canaux, qui peut le convoquer ou le faire venir, qui passe par la presse dans une allocution publique devant des officiers supérieurs, et un Gaïd Salah qui s'est toujours défendu de faire de la politique, qu'on arrive à dire c'est nous qui sécurisons les élections, et sachant que qui sécurise les élections contrôle les mécanismes de la fraude. Ça veut dire que c'est nous qui allons faire le président, ce n'est pas la peine de présenter votre dada, qui
qui en arrivent aux menaces les uns des autres, qui s'accusent les uns les autres. Et ce 5e mandat, dont on ne sait rien, il ne passe pas, il n'y a rien là-dessus. Sauf cette fameuse interview qu'aurait donnée M. Bouteflika à ce fameux Oxford Group. Oui, tout à fait. Voilà. Ce que je voulais dire... Juste, alors, est-ce que réellement ils sont à couteau tiré? Et si c'est le cas, est-ce que ça ne risque pas de s'aggraver de façon très violente? Moi, je pense qu'ils sont vraiment dans des rapports frontaux, pour le moment. Pour preuve, la déclaration de M. Ardiri a dit la candidature de Bouteflika ne m'inspire pas et je n'ai pas à en parler. Ça, c'est un. Deuxièmement, je tenais à vous rappeler... Ça, je peux très bien le comprendre. Oui, tout à fait. Mais Bouteflika le compte pour quantité négligeable aussi. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas entendu... complètement. Non, justement, M. Younsi, c'est que Bouteflika, ou par l'intermédiaire des canaux de M. Bouteflika, personne ne s'est empressé de porter donc, les stockades à M. Ardiri. Par contre, ce qu'il faudra noter, c'est la violente charge qu'a eue M. Salah Gaïd après que M. Ali Ardiri se soit exprimé. Oui. D'abord sur sa lettre au président, sur sa lettre à l'état-major et sur sa déclaration d'intention. Ça veut dire quoi en lecture primaire? Puisque M. Gaïd Salah a carrément dit que pour être président, il faut avoir d'autres qualités que celles que posséderait M. Ali Ardiri. C'est une charge très violente. Oui. Qu'est-ce que lui répond M. Ali Ardiri? Il ne lui répond pas. Il va à l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un rapport de force. C'est un casus belli. Oui. C'est un casus belli. Moi, c'est une déclaration de guerre. On parle d'un ancien général et d'un général. Mettons que le casus belli, je vous l'accorde, mais casus belli des temps modernes. J'adore quand juste monsieur, une question. Sourit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, moi j'ai l'impression que cette élection où on nous apprend qu'il y a 101 candidatures, enfin candidatures à la candidature, 101, oui. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a 2 candidatures. J'ai l'impression qu'il y a la candidature de Ali Ardiri, général Ali Ardiri, contre la candidature de général Gaïd Salah, même s'il ne se présente pas lui-même. J'ai l'impression qu'il y a ces 2 candidats qui sont là en lice, tous les autres ne comptent pas. Je crois qu'il faut avoir de la mesure. Moi, je suis connu pour ne pas avoir de mesure. Voilà. Ibrahim adore quand vous assumez. Que pèse Ali Ardiri à côté d'une machine et de Gaïd Salah lui-même? Rien. Mais qu'est-ce que vous en savez, non. Il y a peut-être derrière lui... ça c'est autre chose. Ah oui? Non. Pourquoi qu'est-ce que vous pensez que l'élection... Qu'est-ce que vous pensez que l'élection va se faire à l'urne? Attends. Gaïd Salah n'est que le paravent de quelque chose en plus. Oui, évidemment. Bon, mais Ali Ardiri en lui-même, les Algériens viennent de le découvrir. C'est quelqu'un qui était un DRH au ministère de la Défense. Qui le connaît? Pour peser face... Oui, en plus. Oui, mais je serais tenté de vous répondre... de vous redire, et Ali Ardiri aussi connaît Gaïd Salah. Oui, mais ils se connaissent. Le problème, c'est qu'Ali Ardiri se mettait au garde à vous devant Gaïd Salah. C'est pas Gaïd Salah qui se mettait au garde à vous devant Ali Ardiri. Mais ça, c'est dans des rapports hiérarchiques. Voilà. Oui, mais ça, c'est militaire. Oui, mais ça ne veut rien dire, Brahim Younsi. Pardon. Si, Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Abdelaziz Bouteflika se tenait au garde à vous devant l'ex-président de la Cour des comptes, comment il s'appelait, Allah yarhamou, récemment. Celui qui l'a inculpé de... Non, c'est pas non, il est de Annaba, l'ex-président de la Cour des comptes. Bouteflika se tenait au garde à vous devant lui. Et bien, quand il est passé à la Cour des comptes, quand il est devenu président, cet ex-président de la Cour des comptes s'est mis au garde à vous devant Bouteflika, qui lui est arrivé à la ceinture. Mais attendez. Ça ne veut rien dire. Attendez, Ali Ardiri n'est pas président encore. Oui, mais et il ne le sera pas, ou non? Il y a un élément J'espère que non. Je m'engage. J'espère que non. J'espère que les Algériens, en tout cas, il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de vote. Mais, il y a un élément important, c'est que l'armée, globalement, n'a pas envie de s'investir en politique. Peut-être gérer, peut-être avoir un œil.
Mais Vous s'investir... êtes sérieux? Je suis sérieux. Globalement, L'armée ne veut pas s'investir en politique? quand je dis l'armée, globalement, après des individus au sein de l'armée... Non, l'armée en tant qu'institution, c'est elle qui fait les présidents, c'est elle qui décide. N'a pas envie de s'investir comme on l'a fait précédemment. L'expérience... Il y a un changement, il y a une évolution sociologique, juste une question, Brahim Mansour. Oui. Monsieur Gates Saleh a déclaré publiquement, il a dit c'est l'armée qui sécurise les élections. Alors qu'il n'a aucune prérogative dans ce sens. Il a pris en otage, il a dit c'est nous qui sécurisons. Plus que ça, comment vous dites qu'il ne va pas s'investir? Tout dépendra de quelle manière il voudrait sécuriser. Il entend sécuriser. Sécuriser contre une tentative de coup d'État, peut-être, comme il l'entendrait peut-être. Sécuriser contre un rapport de force ou une force qui voudrait. Et vous pensez que si ce n'était pas l'armée, je ne sais pas. Vous pensez que ce n'était pas l'armée, les généraux décideurs, vous pensez que Bouteflika serait passé un 4e mandat? Si ce n'était pas Gates Saleh et ceux qui ont soutenu le 4e mandat. Est-ce que je peux répondre? Oui, pardonnez-moi. On discute à bâton rompu. Je vais revenir juste une seconde. Oui. Il ne serait pas passé en 99. Oui. Oui. Donc déjà au premier mandat, Voilà, il ne serait déjà pas passé. au premier mandat. Bon, alors il ne faut pas aller au 4e. Voilà, ça c'est clair. Mais il y a 20 ans. Oui, bien sûr. Oui, mais vous pensez que l'armée est devenue républicaine? L'armée ne s'investit Oui, mais est-ce qu'un militaire comme celui que nous voulons de voir est devenu du jour au lendemain républicain? Non. C'est-à-dire au-delà de l'expression des uns et des autres sur la candidature de M. Ali Erderi ou d'une autre personne ou du remplacement éventuel du président de la République actuelle, je pense qu'il est encore... on peut discourir, mais pour le moment, pour rester dans une espèce de logique, et à la limite de logique bienveillante, vous avez beaucoup d'expérience, M. Younsi, j'en ai un peu. Attendons les propositions de M. Ali Erderi, comment se situe-t-il? Maintenant, si nous, notre rôle aussi est aussi de dire quelles sont les forces sociales sur lesquelles M. Erderi va s'appuyer, quelles sont les forces à l'intérieur du système. Et c'est ces questions-là. Quand vous entendez M. Younsi, M. Bouteflika en post-99, une fois qu'il a été élu, je ne veux pas être un 3/4 de président. Rappelez-vous de ça. C'est toutes ces questions. Est-ce que c'est une bonne disposition? C'est une excellente disposition. Mais fallait-il encore démocratiser? Il a eu 20 ans pour démocratiser. Nous restons encore une fois dans la même problématique de système. Le souci, c'est celui-là. Et quand tous les candidats vont s'exprimer, mais quelle Algérie? Il reste plus de temps. Nous allons parler du 5e mandat, mais nous allons d'abord voir quelques images. على كل حال احنا رانا كل لقاءاتنا نكرموا السيد فخامة الرئيس والرئيس يسهل كل خير. احنا اليوم كنت تشوفوا اللقاء الضخم هذا اللي يجمع خيرة الإطارات والمنتخبين السابقين وكل المنتخبين، واحنا اليوم جينا نناشد السيد فخامة الرئيس لأن يتقدم للترشح لانتخابات الرئاسية 2019 بيتو. هذا هو راكم تشوفوا اليوم كل الإطارات راهي حاضرة، واليوم راكم تشوفوا هذا عرس الجزائر اليوم إن شاء الله ويدوم إن شاء الله في المستقبل. الشرف يعود لكل المنتخبين الحاضرين على مستوى القاعة الذين زعموا أن يكرموا فخامة رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الذي هو رمز لمساندة الجميع للاستمرارية. Tout à l'heure, en visionnant ces images, un collègue m'a dit j'ai honte. Il m'a dit j'ai honte. Quand je vois ça, j'ai honte. Alors qu'il vit ici en France, il a eu mal. Moi, j'ai honte de ça. Oui. Mais je n'ai pas honte de ces candidats qui viennent du peuple. Oui, peu importe, mais qui viennent du peuple. Oui. Bon. Oui, mais quelqu'un qui dit on a fait des manifestations en Amérique pour chasser Trump et mettre à sa place. Non, mais
quel que soit. point trop non faux non plus. Moi, j'ai dit que... Oui, absolument. Mon vote, c'est l'abstention. Donc je n'irai pas voter. Je n'ai voté qu'une seule fois, en 1999. Même pas, je n'ai pas voté, même en 99. Si, j'ai voté ici, parce qu'il avait commencé le vote ici. Parce que j'ai dirigé la campagne de quelqu'un. Donc j'ai voté ici, en 99. Bon, c'est la seule fois où j'ai voté. C'est pas sûr que je ne voterai pas, mais quand je vois des Algériens, quels qu'ils soient... Alors, mais je n'aime pas, moi, les candidats d'une certaine élite. Mais est-ce qu'il y aura un cinquième mandat d'après vous, Brahim? Moi, je pense que oui. Et si oui, pourquoi jusqu'à présent on n'attend rien vu venir? Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a de la résistance au sein de l'armée? Non, je ne crois pas. Je crois que... c'est d'ordre tactique, stratégique. Oui, absolument. C'est d'ordre absolument tactique. Bouteflika déposera sa candidature, je le pense. La veille? Je le pense. Le jour même, vers 18h, 19h, il va déposer sa candidature. Ceux qui l'auront déposé avant lui, notamment Ali Benflis, je suis désolé pour lui, mais il est piégé, où il doit la déposer à minuit, parce qu'il ne pourra plus se retirer. Ceux qui ont dit nous déposerons nos candidatures et nous retirerons si Bouteflika est candidat ne pourront pas se dire. Parce mais s'ils se retirent, ils vont les mettre en prison, ils vont les fusiller. Il y a une loi. Il y a une loi qui a été votée justement pour éviter que des candidats puissent se retirer, pour répondre à la crise qu'a eue le régime en 99, quand il y avait une demi-douzaine de candidats, dont M. Hamrouche, M. Saïd Ahmed, se sont retirés de la course au présidentiel. Moi, j'attends de... Pardon, allez-y, monsieur. Oui. Non, le problème, c'est que le constat est là, c'est qu'on est arrivé à une situation où il n'y a pas de relève, y compris aujourd'hui, sincèrement, même si on enlève toutes les possibilités de forcing ou de tricherie, etc., aux élections, on est arrivé à une situation où on n'a pas des présidentiables à proprement parler, d'hommes d'État, des hommes d'État, parce que, bien sûr, tout ce système, je dirais même il y a une responsabilité collective de plusieurs partis, de jouer le jeu du système. C'est le culte de la personnalité. On a joué en dehors des élections. Il n'y a pas eu de travail, bien sûr, je ne généralise pas, de proximité, de profondeur. Le problème ne serait pas plutôt dans le système? Un système qui ne peut pas permettre des élections d'un suffrage sincère. Est-ce que le problème ne serait pas plutôt là que dans la qualité des gens qui se présentent? Est-ce que pendant comment dire, je vais oser une comparaison, ce n'est pas pour comparer les deux, j'irai loin, c'est... Pendant la colonisation, l'armée française n'a pas permis l'existence de partis politiques, d'associations, de militantisme des Algériens. Mais ça a existé. Ça a été à chaque fois au-delà de... Il y a eu le Parti communiste algérien, ça a existé. Ils étaient légaux. Bon, quelquefois, on leur donnait un coup de bâton. Mais c'était très aujourd'hui. L'UDMA avait le droit de citer, le Parti communiste algérien avait le droit de citer, le PPNTLD avait le droit de citer, l'étoile nord-africaine a bien existé de manière légale. Moi, je pense que là, actuellement, nos référents historiques, pour moi, en tant qu'Algérien, c'est quand même le 1er novembre, que vous le vouliez ou non. Mais ça a été tellement galvaudé. Il faut le dire fort. Oui, ce que tu viens de dire. Oui, ça a été tellement galvaudé, M. Benchenouf, tellement galvaudé. La déclaration de novembre. Et c'était des jeunes qui ont entamé la rupture avec Messali et la génération de Messali. Quand vous prenez je parle du CRUA et de ceux qui ont amené à la déclaration du 1er novembre. Il y a eu la Soumam aussi. C'est quand même quelque chose sur lequel on doit se référer, même si M. Brahim Moussi n'est pas d'accord pour des raisons que je peux comprendre, mais ça peut être un point de débat. Oui, évidemment, on le fera après l'émission. Non, mais s'il y a une émission là-dessus, moi je veux bien. Oui, d'accord. Pour éclairer un peu. Parce que la Soumam, vous ne pouvez pas nier, je vais vous dire une chose, même pas sur le contenu. Mais là, vous nous faites sortir du sujet. Hein. Ah non, c'est pour arriver justement à parce que tout candidat qui ne se référera pas à ces moments historiques du pays, parce que cette génération-là, je suis désolé, moi. Je vais vous dire une énormité. Pardon, s'il vous plaît. Je vous remercie. Si ça continue comme ça, il y aura une farida qui sera exercée sur l'Algérie. Une farida interne. Nous devons retrouver une communauté de destin. C'est pour ça que je dis la Soumam, qui doit être peut-être amendée sur pas mal de choses. Parce que, qu'est-ce qu'a fait la Soumam, encore une fois ? Elle a fait passer une insurrection armée, et tu ne pourras pas me contredire, d'une insurrection armée à une révolution.
Maintenant, sur les textes, on sait qu'il y a eu le CNRA du Caire, etc., etc. Sur certains volets, on peut en parler. Mais c'est très important. D'abord, cette référence-là. Et cette référence doit être un marqueur. Ce marqueur-là, c'est le temps. J'aimerais que vous nous disiez comment faire, soit pour que ces élections soient de vraies élections et qu'on puisse avoir un vrai président vraiment élu par de vrais électeurs, ou alors qu'il faudrait donc faire barrage à tous ces gens pour qu'il n'y ait pas d'élection du tout. De toutes les façons, moi personnellement, je vous donne mon sentiment, moi j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'élection, que la situation va dégénérer gravement. J'ai cette impression et j'espère me tromper. Brahim aussi. Dans ce cas, dans la deuxième partie, donc, pour empêcher les choses, ça s'appelle de la désobéissance. La désobéissance civile, mais c'est de la désobéissance. Mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Une minute. Oui, je ne suis pas contre. Mais je reviens au 1er novembre et à ceux qui ont fait le 1er novembre. Ceux qui ont fait le 1er novembre, certains, au PPMTLD, à l'UDMA, les considéraient comme des va-nu-pieds. Les considérer comme des va-nu-pieds. Oui, mais Brahim aussi, on n'a plus de temps. Une fois avoir dit cela... Oui. Ça y est, vous avez tout dit. Une minute, vraiment. J'ai envie de dire que la solution pour l'Algérie ne va pas se résoudre dans 3 mois, y compris par ces élections, y compris par le futur président. C'est du long terme, c'est à long terme. Il faut que toutes les forces utiles, si j'ose qualifier de telles, fassent quelque chose sur le long terme et non pas juste à une échéance électorale. Alors, et des partis politiques, des oppositions... Allez, une minute, moins 15 secondes. C'est sur mon temps de parole. Bouteflika dit que nous avons réglé le problème, nous n'avons pas d'endettement intérieur, par exemple. Oui. C'est très important. D'accord. D'endettement intérieur. Alors que l'endettement intérieur de l'Algérie, à travers la planche à billets, ce qu'il appelle le financement domestique, c'est 40%, de l'ordre de 40% du PIB, c'est-à-dire pratiquement 75 milliards de dollars. Si vous ajoutez 4 milliards de dollars de dette extérieure... C'est l'objet de notre émission. Ça fait 4 milliards. Très vite, Edir Honoré. Moi, je pense honnêtement que ces élections... On est peut-être à un tournant historique. Je ne veux pas arriver à une histoire de pessimisme. Nous savons tous que le système a carotté à chaque fois toutes les élections, même qu'elles soient locales. Il me semble, pour ne pas déprimer notre société, nos concitoyens, dire que le jeu est encore pas tout à fait ouvert, mais ouvert, tout en se disant que... Et là, je vous rejoins un peu, on en a parlé, M. Benchenouf, il risque d'arriver des événements imprévisibles et exceptionnels qui risquent de mettre le pays en danger, qui justifieraient justement la suspension de la Constitution et de facto la continuation du mandat. C'est une possibilité à envisager. Edir Honoré, merci beaucoup. Je vous en prie, M. Benchenouf. Brahim Mansour, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, Slama.